Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Musa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Mais ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mansa. Mansa Bank, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir. Bonsoir à tous. C'est une nouvelle soirée qui s'ouvre sur l'aventure Jeune Mansa. La semaine dernière, à la suite du 1 contre tous, 3 entrepreneurs sont tombés au front. Ils ne sont plus que 9 jeunes Mansa encore en compétition. Je me dis que la prochaine passe par la bonne. En réalité, je n'ai pas vraiment perdu. Il y a beaucoup de choses que j'ai gagnées en termes de visibilité, de formation, de connaissances et tout. On a bossé, mais pas suffisamment. On entendra parler des Nestat et même on entendra bien parler des Nestat dans les années à venir. Après les sueurs froides des dernières éliminations, nous allons doser le ton avec une formation. Aujourd'hui, c'est jour de masterclass. Au programme, le storytelling avec coach Bérénice. Et autant vous dire que cette classe va très vite se transformer en atelier de coaching. Ce matin, nous sommes là justement pour un coaching sur le storytelling. Et je suis très heureuse d'être là en votre compagnie pour partager ces moments avec vous. Je suis coach certifié en réinvention et leadership. Donc, j'aide les femmes managers à trouver leur pourquoi pour exprimer leur plein potentiel. Donc, confiance en soi, croissance personnelle et impact. Impact pourquoi? Parce que chacun de nous doit laisser ses empreintes. Personne n'est venu accompagner son camarade, comme on le dit. Et pour le faire, il faut connaître son pourquoi, ce pourquoi j'existe, pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je suis né. Chacun doit pouvoir connaître son pourquoi, son why. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'un coaching pour apprendre à faire les storytelling. En réalité, nous sommes là justement, ce n'est pas un cours, je ne suis pas un professeur. Moi, je suis un coach. La différence, c'est que c'est vous qui allez faire tout le travail, ce n'est pas moi. C'est vous qui allez raconter votre histoire, ce n'est pas moi. Le rôle du coach, il vient te faire prendre conscience du potentiel que tu as. Et c'est toi qui développes ce potentiel. Ce n'est pas de la formation que je suis venu faire, ce n'est pas du conseil. Je suis venu vous permettre de prendre conscience de votre potentiel afin de raconter votre histoire et la raconter surtout avec des émotions. On aura des activités qui seront interactives. Comment vous vous sentez à l'instant présent? Un seul mot. Un seul mot pour décrire votre état d'esprit actuellement.
Elle a été très prompte. Ça veut dire que tout ça, c'est ce qu'elle a décrit. On ne réfléchit même pas. Le mot qui vient, comment je me sens, j'écris, je viens, je colle. J'ai l'impression. Tout le monde a collé. Hein? Donc, reconnaissante, confiante, impatiente, c'est un homme. Confiant, c'est un homme. Focus, bon, ça c'est mixte. Ravi, c'est un homme. Et fier aussi, c'est un homme. Bravo. Ça, c'est un outil de coaching. Je ne suis pas marabout, je ne suis pas charlatante. Ravi, confiant, fier, focus. Justement, le pouvoir du je suis, les affirmations positives, montrent qu'on attire à soi ce qu'on est réellement. C'est pour ça qu'on dit, tu es la somme des personnes que tu côtoies, de ton entourage. Parce que tu vas attirer à toi des personnes qui sont comme toi. Donc, si tu veux vraiment travailler sur ta croissance personnelle, si tu veux avoir... créer ton bien-être, tu veux créer ton monde, selon ce qui te motive et ce à quoi tu aspires, tu vas justement te faire entourer ou t'entourer des personnes justement qui vont dans le même sens que toi. C'est pourquoi il est très important de développer ce qu'on est à l'intérieur. C'est ça qui est plus important. Ce ne sont pas les apparats. Ce n'est pas la voiture que j'ai, le compte en banque. Ce n'est pas ça. C'est ce que je suis à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui va impacter durablement. How could a man hit a target he could not see? That's a pretty good question. Here's another one. How can you hit a target you do not have? Besides, planes are built for flying. Ships are built for sailing. Houses are built for living. And man, too, was built for purpose. He was designed for accomplishment. He's engineered for success. He's endowed with the seeds of greatness. And the greatest danger we as human beings have is when we do not do anything at all. People today complain of lack of time. It's not lack of time that's the problem, it's the lack of direction. Are you a wandering generality? Or are you a meaningful, specific? Are you going to work tomorrow because that's what you did yesterday? If that's the reason you're going tomorrow, you won't be as good tomorrow as you were yesterday because you're 2 days older and no closer to the goal you do not have. What about you personally? Have you got your goals laid out? Are you a meaningful specific or are you a wandering generality? D'accord, moi j'ai mentionné 3 phrases. L'homme a été créé pour une raison. Et cette phrase me marque beaucoup parce que je me dis que Dieu a créé chaque être humain et a mis un don particulier en chacun de nous. Et ça, en chacun de rentrer au plus profond de lui pour pouvoir faire ressortir ses dons et mettre au service de son environnement. J'ai compris par cette vidéo que tout être humain sur cette terre est là pour un but bien précis et qu'il doit s'accomplir. Bon, moi, j'ai retenu 2 phrases. Oui. La raison de vivre. Oui. Et le voir aussi loin que vous voulez. OK. Particulièrement dans mon cas, on est 7 en 2023. Oui. Mais moi, je me vois déjà en 2050. OK. Une des phrases introductives qui disait comment atteindre une cible qu'on ne voit pas. Et ça, c'est quelque chose, c'est une des questions que je me suis posée à un moment du développement de mon histoire parce que j'ai très vite entrepris. J'ai eu une ascension assez grande, mais sans avoir réellement défini clairement, de manière très précise, les objectifs. On voit des choses dans la tête, mais ce n'est pas très clair. Et quand j'ai eu justement le moment de pouvoir me poser dessus, c'est là que j'ai commencé à matérialiser réellement la grandeur de ce que je voulais réaliser et que réellement, je n'étais pas encore aligné dans les efforts et même dans la manière de penser avec ce que je voulais profondément construire. Et la deuxième phrase, justement, ça rejoint un peu la phrase de Karim, c'est l'homme est conçu pour l'accomplissement.
et donc achieve tout ce qu'on veut faire, réaliser tout ce qu'on veut pouvoir réaliser, justement en ayant cette vision-là. C'est un cheminement. C'est un cheminement dans lequel on se développe soi-même. C'est un cheminement dans lequel on grandit soi-même chaque jour. Et c'est chaque pas qu'on fait qui nous mène vers notre accomplissement. On a beau avoir des chiffres aujourd'hui, c'est clair dans ma tête le nombre d'entreprises, les domaines dans lesquels je vais être, la quantité de milliards que je vais avoir, je l'ai écrite. Je sais précisément ce que je veux faire, ce que je veux avoir. Mais avoir n'est pas le plus important, c'est qui tu vas être dans le cheminement et comment tu te construis pour être accompli à la fin de ce cheminement. Si on a, c'est bien. Si on n'a pas, mais qu'on ait, c'est encore mieux. Waouh, c'est fort. Merci Abdelaziz. Après cette première phase, voici que la classe se transforme en salle de cinéma. Dis donc, les cours de coach Bérénice sont chics. See, you are part of an equation. And you are needed. Part of why we should begin to look at how we give up our lives, that we've got to begin to see what is it that I'm supposed to do? What is my life work? And then give ourselves to that. Because as we do that, ladies and gentlemen, I guarantee you, as you begin to take on this new era that we're in, if you decide that I'm going to begin to start living life, I'm going to start giving more of myself, I'm going to start putting out more, contributing more to life, here's what's going to happen, ladies and gentlemen. I guarantee you that life will take on a whole new meaning for you. I guarantee you that life takes on a whole new dimension, that you'll be happier, you have a greater sense of happiness and fulfillment in life, that now you will begin to take off on some new paths to some newer horizons, that you'll begin to see life totally different than most people. You got to have those long-range goals. And the rule is a simple one. You go as far as you can see. And when you get there, you'll always be able to see further. Are you a wandering generality? Or are you a meaningful specific? And most of us go through life because we're not using that which we've been given, that we are punished, that we're going through life getting up in the morning with no reason to get up. There's a scripture, when I heard it, I couldn't understand it. I say, how cold? He that hath shall get, and he that hath not, even that he has shall be taken away. He that hath a generous view of life, he that has courage, he that hath initiative, he that hath resourcefulness. I say it with all of my heart. I know in my mind that man was designed for accomplishment. Si tu veux quelque chose et que tu mets les moyens à ta disposition, tu te bats pour ça, forcément tu vas l'avoir. Mais la chose, comme Aziz l'a dit, c'est de ne pas que ce que tu as eu te change. Alors, dans la vidéo, il y a une phrase qui est revenue. Es-tu une généralité errante ou une spécificité significative? Est-ce que tu es une généralité errante ou une spécificité significative? La généralité errante, c'est naître au hasard, aller à l'école au hasard, entrer dans la vie professionnelle au hasard, se marier au hasard, se lever le matin au hasard, mourir sans savoir pourquoi est-ce qu'on est né, pourquoi est-ce qu'on a existé. C'est très important. Et généralement, la plupart des gens ne savent pas leur pourquoi, leur why. Les gens ne le savent pas, les gens vivent au hasard. 99% de personnes vivent au hasard. C'est-à-dire que j'ai des projets, bon, je dois faire ci, je dois faire ça, je me lève. Mais aucune direction et on ne donne pas de sens à ce qu'on fait. On ne sait même pas qui on est soi-même. Parce que chacun a une mission à accomplir. Mais vous, quelle est votre mission? Quelqu'un veut partager son pourquoi? Je veux éduquer par l'exemple à la culture de l'industrie. Tu veux éduquer par l'exemple. L'exemple à la culture de l'industrie. À la culture de l'industrie. Oui. Ok. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est en train de le faire? Peut-être. Peut-être. Donc ça veut dire que c'est possible que quelqu'un d'autre également puisse faire la même chose. Donc pourquoi toi, tu veux éduquer par la culture? Par quoi? Par l'exemple. Par l'exemple de la culture de l'industrie, c'est ça? Oui. Pourquoi tu veux faire ça? Réponds à cette question en dessous. Je veux le faire parce que, je vais dire, ça fait partie de mon cheminement. J'ai compris à un moment que ici en Afrique, on avait tout à faire
et qu'au lieu d'être une fatalité, c'est même une chance. Parce que le développement dans les pays industrialisés a vraiment commencé quand on a commencé à passer en mode industrie. Et qui dit industrie parle de chiffres démultipliés, on parle de grands nombres, donc de gros impacts. Et cette misère qu'on a en Afrique, si on veut l'éradiquer, c'est à travers l'industrialisation. On le crie partout, on le dit partout. On a beaucoup d'initiatives, des créations d'entreprises, mais dans la vision de la rendre industrielle ne suit pas. La plupart des gens ont leurs projets, ils gagnent bien leur vie, on se limite à ça, on ne cherche pas à être plus grand, à avoir un impact plus significatif sur une grande partie de la communauté. Ça manque en général. Voilà pourquoi je dis peut-être que quelqu'un pense comme moi, mais je ne sais pas. Mais pour le moment, je ne le vois pas. Il y a une dame qui travaille dans une industrie pharmaceutique. Elle a fait 40 ans au même poste. Et c'est quoi sa tâche tous les jours? Quand elle arrive le matin, elle s'assoit. Vous voyez, dans les industries, il y a des trains qui font venir des produits comme ça. Donc, les médicaments viennent comme ça, sur les trains. Elle prend un flacon, elle s'assure que c'est bien scellé, elle dépose sur l'autre train et ça part. Ça suit son chemin. C'est tout ce qu'elle a fait pendant 40 ans. Et les organisations ont changé. On a nommé un nouveau PDG. Donc, il est arrivé, il fait le tour des établissements. Et il arrive dans l'établissement en question où la dame se trouve. Et ceux qui l'aident à faire la visite, les guides lui disent, il y a une dame qui est ici, il faudrait que vous la voyez parce que ça fait 40 ans qu'elle est au même poste. Il faudrait que vous la voyez. Il dit, oui, c'est bien. Ça serait bien que j'échange avec elle. Donc, il arrive. Le PDG arrive. Il dit, bonjour, madame, vous allez bien? Elle dit, oui. Il dit, bon, en quoi consiste votre travail? Elle dit, mon travail consiste à sauver des vies. Il dit, non, vous n'avez pas bien compris ma question. Je demande, quand vous venez chaque matin, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre tâche? Elle dit, oui, monsieur le PDG, j'ai bien compris. Mais mon travail consiste à sauver des vies. Parce que je suis consciente que le flacon que je prends et que je dépose devant moi pour m'assurer que c'est bien scellé, si c'est bien scellé, j'ai conscience que ça va à l'autre bout du monde pour sauver une vie. Mais si ce n'est pas bien scellé, ça devient un poison et donc ça va justement pour l'effet contraire. Et moi, mon rôle, c'est de sauver des vies en m'assurant que les flacons sont bien scellés. Mais le travail de la dame, c'est une tâcheronne. Elle vient juste, elle prend le flacon, elle regarde, c'est bien fermé, elle dépose là-bas, c'est tout ce qu'elle a à faire. Mais ce qui l'a motivée pendant les 40 ans, c'est parce qu'en se levant de chez elle, en sortant de chez elle le matin en venant, elle a donné du sens à ce qu'elle fait. Pour elle, son rôle, c'est de sauver des vies. Ce n'est pas de fermer les bouchons. Voici la pertinence de notre pourquoi, du rôle que nous jouons. Sa fonction, c'est tâcheronne, mais c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est sauver des vies. Vous comprenez maintenant la pertinence de trouver son pourquoi. Pourquoi j'ai mis ça sur pied? C'est quoi l'aspiration au-dessus? Ce n'est pas tant la transformation des aliments que je fais, mais au-delà de ça, à quoi ça répond? Ce n'est pas tant la fabrication des ordinateurs que je veux, mais au-delà de ça, au-dessus de ça, à quoi ça répond? Et c'est cette histoire-là que vous devez raconter pour toucher justement les émotions de ceux qui vont vous écouter. Parce que le storytelling, ce n'est pas venir raconter une histoire, mais il faut la raconter en touchant les émotions. Ah, j'espère que comme moi, vous apprenez le coaching. Apprendre à se connaître à soi-même afin de mieux raconter son histoire. Masterclass. Alors, nous allons reprendre cette séance. Ça a été la pause. Très bien, ok. Vous êtes requinqués, ressourcés. J'ai envie de vous déplacer, les filles, parce que je me rends compte que les filles sont sur le même côté. Et puis les hommes de l'autre côté. Pourquoi? En fait, on a prophétisé, on a dit que la finale cette année, ce serait que des dames. Et puis, on aura une Mansa Mousso cette année. Et là, maintenant, en ce moment, nous allons voir ce que Simon Sinek a appelé le cercle d'or. Le cercle d'or, c'est justement 3 éléments
qui nous permettent de mieux communiquer sur notre produit, notre idée, notre marque, notre entreprise. Le pourquoi, le comment et le quoi. Voilà. Et le cercle d'or de Simon Sinek, c'est ceci. Au centre, on a le pourquoi. Après le pourquoi, au centre, on a le comment. Et après, on a le quoi. Qui peut me dire pourquoi est-ce que le pourquoi se retrouve au centre? Oui, Abdelaziz. Je pense que le pourquoi est central parce que c'est de lui que va partir toutes les questions, toutes les réponses qu'on va avoir sur comment on mettra en œuvre, qu'est-ce qu'on fera pour matérialiser en fait notre volonté profonde, notre but profond. Donc en réalité, c'est le socle de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que le pourquoi est vraiment central. Super. Merci Abdelaziz pour ton partage. Oui, Marie-France. Après Marie-France, Emmanuel. Je pense que le pourquoi est au milieu parce que c'est le pourquoi qui va nous permettre d'être déterminés dans la durée, jusqu'à la fin. Merci Marie-France. C'est le pourquoi qui va déterminer, pas nous permettre d'être déterminés, mais qui va déterminer notre énergie. C'est le pourquoi qui va déterminer en fait l'essentiel de ce qu'on veut faire. Pourquoi est-ce que je mets ça sur pied? Et votre pourquoi, justement, va déterminer comment vous allez implémenter le quoi. Donc, le pourquoi détermine comment vous implémentez le quoi. Alors, ce qu'on va faire maintenant tout de suite, c'est que chacun puisse trouver le pourquoi de son entreprise, le comment pour réaliser le pourquoi et le quoi. Qu'est-ce que je fais pour atteindre cette finalité-là? Une storytelling, c'est... Le plus important dans un storytelling, c'est toucher les émotions. Si vous arrivez à toucher l'émotion des jurés, alors vous avez réussi votre storytelling. Mais si vous racontez votre histoire et qu'ils ne sont pas joyeux, ils n'ont aucune émotion, ni de tristesse, pas de crainte, pas de colère, rien du tout, c'est bof, vous avez raté. Vous devez mettre l'accent sur l'émotion. Comment je vais faire pour toucher les émotions des jurés? Et il y a 4 émotions de base. La peur, la tristesse, la joie ou la colère. Donc, en fonction de votre histoire, en fonction de l'histoire de votre entreprise, vous allez trouver l'angle sous lequel vous allez développer justement pour que les jurés puissent justement accrocher. Et quand vous allez raconter l'histoire, ce n'est pas tant ce que vous allez vendre, mais c'est ce qu'il y a par derrière. C'est pour ça qu'on a commencé par le pourquoi. Lorsque vous avez regardé le film, certains ont dit que ça ressemble à mon histoire. Il faudrait bien que votre auditoire dise « ça me ressemble, je me retrouve dedans, ça me touche particulièrement, j'ai même envie de pleurer ». Ou alors « waouh, c'est superbe, waouh, bravo » et on est enthousiaste. Ou on a peur. Et lorsque vous allez raconter votre histoire, montrez en fait le contraste. La situation qui prévalait et le fossé qu'il y avait et la solution que vous avez trouvée à travers votre idée. On doit voir le contraste. D'où le pourquoi en fait. La situation existe, mais pourquoi toi tu veux justement créer ce produit ou ce service? Pourquoi? Si vous investissez dans ce projet, vous allez contribuer et là maintenant vous ressortez votre pourquoi. En fait, quand on fait notre storytelling, est-ce que ça doit montrer l'évolution de notre entreprise, mais c'est juste l'histoire pour vendre le produit, c'est tout? Tu as combien de minutes? Vous avez combien de minutes pour présenter? J'ai 3 minutes. En 3 minutes, tu dois pouvoir raconter l'histoire en touchant les émotions.
L'objectif, c'est ça, toucher les émotions. Comment tu vas commencer? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? C'est toi qui connais ton histoire. Parce que moi, je peux te dire non. Mais alors que peut-être que le développement de ton histoire, ce que tu veux raconter au niveau du développement, c'est l'essentiel de ton histoire. Moi, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas te dire, je ne peux pas trancher pour te dire oui, vas-y, développe, ou non, ne développe pas. Mais en 3 minutes, comment tu peux présenter ton projet, que quelqu'un puisse comprendre et investir dans ton projet? Comment tu peux convaincre? Comment tu peux susciter l'attention sur ce que tu veux faire ou tu fais pour que ceux qui sont en face de toi puissent le financer? Alors, comme je l'ai dit, ce qu'on va faire demain, c'est la pratique. Vous allez pitcher justement en faisant votre storytelling. Et ce que je veux ressentir, ce sont vos émotions. Je veux les ressentir demain. Et à travers moi, c'est le jury qui va ressentir vos émotions le vendredi. Merci. À demain. Alors, aujourd'hui, nous avons justement essentiellement parlé des candidats, de la vie des candidats, parce que nous sommes là dans le cadre d'un coaching sur le storytelling. Mais avant d'arriver au storytelling, il va falloir que les candidats se reconnectent à eux-mêmes d'abord. Il faudra que chacun connaisse son histoire et la partage d'abord afin de pouvoir justement raconter l'histoire de son entreprise. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons aidé les candidats à se reconnecter à eux, à leur potentiel, à découvrir leur pourquoi, leur mission de vie, leur ikigai, afin justement de pouvoir se transporter dans le projet ou dans l'entreprise qu'ils ont justement à présenter dans le cadre de ce projet Mansa. L'intérêt de toutes les formations qu'on a depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment je disais tout à l'heure en formation, c'est de mettre des mots sur des actions, sur des faits. On a retenu beaucoup de choses qu'on ignorait même, qui est l'art de savoir rendre son histoire. Et cette formation aujourd'hui nous a permis de savoir le pourquoi, le comment et le quoi de notre histoire. Le storytelling, c'est important et le storytelling de ma marque est relié à mon histoire. Et mon histoire n'est pas forcément très joyeuse. Donc j'étais vraiment impliquée pour savoir quelle tournure prendre, quel terme je devais aborder pour parler de l'histoire de ma marque. Donc j'étais très concentrée pour cela aujourd'hui. J'ai compris que le storytelling, c'est quelque chose de structuré, de mesuré. On a l'impression à entendre comme ça que le storytelling, c'est juste s'arrêter et puis raconter. Mais il y a vraiment beaucoup de préparation là-dedans. Il faut dire qu'après aujourd'hui, je vois vraiment, c'est très clair pour moi en fait. C'est très clair pour moi, l'histoire de l'entreprise, mon histoire, d'où je viens et tout ça. C'est vraiment très clair aujourd'hui. Puis on a reçu un questionnaire qui nous a permis d'avoir en tout cas de la cohérence dans nos idées au niveau du storytelling. Et demain, il y a l'exercice du training qu'on va rendre. Ensuite, la coach va essayer de nous amener plus ou moins sur les directives selon la formation qu'on a reçue. Et bon, voilà, après demain, on va pitcher. Aujourd'hui, ils ont reçu tous les outils. Demain, ça sera vraiment de façon pratique. Comment est-ce qu'ils vont présenter leur histoire, raconter leur histoire justement avec des touches émotionnelles afin que les jurés soient transportés par cette histoire. Aujourd'hui, nous avons utilisé des outils comme par exemple des films qu'ils ont regardés et qui leur a permis de se connecter à l'histoire qui est raconté dans ce film-là. Et c'est ce qu'ils vont devoir reproduire demain, afin que moi aussi, qu'ils m'emmènent, moi qui représenterai le jury demain, qu'ils m'emmènent justement à voyager avec eux dans leur histoire et à toucher mes émotions. Je leur ai dit en partant, j'ai besoin de recevoir vos émotions demain. J'ai besoin de sentir vos émotions. Venez me communiquer ces émotions-là, afin que vous soyez capable de les communiquer au jury le vendredi. Je pense que les membres du jury seraient un peu tristes quand ils vont écouter mon histoire, mais après, c'est une fin heureuse. Moi, c'est une histoire que je vis, que je vais raconter, parce qu'à la base, je suis fils d'agriculteur et j'ai vécu dans une famille polygame. Et c'est après le décès de mon père, je suis parti à une maman qui est à la base productrice de vivrier et qui était présidente d'une coopérative qui produit plus la tomate. Et je me suis positionné sur le palier de la transformation de la tomate parce qu'on a vécu une épreuve où j'étais en terminale, je devrais aller à la rentrée et le prix de la tomate était à 100 francs.
Et on n'a pas pu vendre la tomate. Moi, je suis rentré après les fêtes de Noël, de fin d'année. C'est là que j'ai commencé le cours et ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai dit à maman, quand je vais finir mes études, je serai agronome et je vais créer une entreprise qui va uniquement transformer les tomates du terroir. C'est-à-dire que les tomates de nos agriculteurs d'ici qui ne sont pas intéressés par les grandes firmes. Et c'est de là qu'est née l'idée des saveurs du terroir, la pâte de tomate à l'ancienne, une pâte de tomate 100% naturelle. Si on me demande de raconter maintenant mon histoire, je vais tomber en larmes. Ça ne sera pas très beau à voir, l'histoire est longue, très émouvante. Mais je pense que je vais me préparer de sorte à baisser le taux de larmes qui pourrait sortir de mon corps. Après, donc c'est pour ce soir, jusqu'à ce que demain je maîtrise tout ça de sorte à ne pas trop pleurer devant le jury. Comme vous le savez, cette année, les masterclass se font sur 2 jours. Notre coach Bérénice est donc de retour avec ses élèves pour un exercice Comment pratique. vous allez ce matin? N'oublions pas qu'ils s'entraînent pour pouvoir pitcher devant les Alors, jurys. vous allez écrire comment vous vous sentez ce matin. Quelle est votre qualité de... votre niveau d'énergie, votre ressenti, en un mot? Parfaitement bien, waouh. En reconstruction, ok. Confiant, en paix. Waouh, c'est bien. C'est bien. Ce qui attire mon attention, c'est la personne qui est en reconstruction. Alors aujourd'hui, on est là pour faire que la pratique. Hier, vraiment, on a fait la théorie parce qu'on est passé par le pourquoi. Pour que vous puissiez vous replonger dans l'historique de votre business afin de pouvoir connecter avec le jury demain. Aujourd'hui, chacun va devoir justement nous raconter son histoire. Parce que comme je vous l'ai dit, Naboufal dit qu'elle vous attend. Je lui ai dit qu'on a fait la théorie, c'est la pratique. Elle dit je les attends demain. Alors, nous avons commencé la pratique et ce que nous remarquons, c'est qu'il y a vraiment la connaissance, il y a vraiment l'émotion qui monte et nous allons justement changer de cadre pour nous sentir à l'aise avec la nature, communiquer avec la nature, récupérer l'énergie de la nature et communiquer également nos émotions à cette nature-là. Et donc, nous allons tout de suite justement aller à l'extérieur dans le jardin pour terminer la séance pratique du storytelling. Ah, c'est dans le jardin, en plein air, que se poursuit la classe. Décidément, coach Bérénice est pleine de ressources et avec le travail qu'elle a fait en amont, je pense qu'il faut préparer nos mouchoirs. Parce que je sens que l'émotion sera au rendez-vous. Dans ma période de grossesse, j'avais certaines envies que je pouvais satisfaire qu'en cuisinant moi-même, malgré que je n'avais pas de formation, j'avais aucune connaissance en cuisine. Et c'est ces envies-là qui m'ont poussé à faire des associations bizarres, à revisiter des plats traditionnels que j'aimais, aussi ceux que je n'aimais pas. Et c'est là que je suis tombée amoureuse de la cuisine. Dans cette période-là, la cuisine était le seul moyen pour moi de m'évader, d'exprimer ce que je ressentais, d'exprimer mes émotions. Et j'ai décidé de garder ça. J'ai commencé à me former avec les réseaux sociaux, des vidéos. Et j'ai décidé de mettre ce talent-là à l'épreuve en participant à des concours de cuisine jusqu'à obtenir certains prix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler du restaurant Ananseko, parce que Ananseko est le moyen pour moi de transmettre des émotions à travers mes plats à ceux qui vont goûter, à ceux qui vont venir. Chaque plat que je construis n'est pas seulement que de la nourriture ou de la matière première, mais c'est aussi une émotion que je transmets, un sentiment. C'est un voyage plein de résilience, de difficultés. Et on a besoin d'un paquet de mouchoirs ici. Vous allez me faire pleurer. Là, moi aussi, j'ai des larmes aux yeux. Waouh. Yako.
En Afrique, ce mot-là, ça résume tout. Et ça réconforte tellement quand on te dit Yako. Et quand on te dit ça même, tu as encore envie de pleurer. Yako. Yako. Ah ouais. Ça va chauffer demain. Hein? Parce que chacun de vous a une histoire. Une histoire en fait qui est inspirante. Alors, Abdelaziz, tu as parlé de tes compétences. Et tu as dit petites compétences. Je vous propose d'éviter ces mots. Mes petites compétences, mon petit business, mon petit commerce, mon petit. Évitez ces mots-là parce que rien n'est petit. Et quand tu exprimes, dans la vie de tous les jours, même quand tu dis je fais mon petit business, tu te confines dans quelque chose de petit. Parce que tu déclares que c'est petit. Dans mon business. Ensuite, Kishi, ton histoire, si elle est très, très émotive, mais si tu commences par présenter une jeune fille, tu lui donnes un nom, Aya, 20 ans, qui est en licence, tombe enceinte et doit choisir entre ses études et s'occuper de sa grossesse. Le choix que son père lui demande de faire. Tu continues, tu racontes l'histoire et à la fin tu dis cette jeune fille, c'est moi. Tu vois? Mais quand tu as commencé, je suis. Moi, c'est vrai qu'il y a l'émotion dedans, mais je n'étais pas très emballée. Et ton histoire était un peu plate par rapport à ce que tu as fait hier. Par rapport à ce que tu as fait hier, ça c'était un peu plat. Tu as poursuivi, quand tu parles, tu as la tête baissée. Tu as tout le temps la tête baissée. Comment tu peux convaincre si tu as la tête baissée? Et même quand on est dans l'émotion, on regarde le public. On leur communique ces émotions-là à travers le regard. Et par moments, si tu veux baisser la tête parce que l'émotion est trop forte, oui, tu as le droit de le faire, mais pas tout le temps comme ça. Parce qu'une personne qui parle à son auditoire et qui ne regarde pas son auditoire est considérée comme une personne qui n'a pas confiance en elle, qui fuit le regard. Elle n'est même pas considérée, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui fuit le regard. Même si vous avez eu les 100 millions, vous n'avez pas gagné, vous avez cette mission-là d'aller partager votre expérience avec les jeunes. Les jeunes Africains ont besoin de ça. Ils ont besoin de personnes comme vous pour raconter vos histoires. Et ce que nous sommes en train de faire justement va vous permettre de partager ces histoires-là de façon authentique pour que ça puisse créer un déclic, pour changer le mindset des jeunes. Comme je vous l'ai dit, ma mission, c'est de transformer des vies. Et la transformation passe par la prise de conscience. Changer le mindset des jeunes. Et c'est un projet qu'on doit réaliser. Est-ce que vous êtes d'accord? Marie-France, tu as devant toi un bailleur. Il a beaucoup d'argent. Il dit qu'il est venu 100 millions. C'est 100 millions qu'on vous a promis? Lui, il a 100 milliards. Il dit, qu'est-ce que tu as? J'ai envie d'investir dans quelque chose. Que me proposes-tu? Et tu vas venir t'arrêter devant lui pour dire, je ne sais pas par où commencer. Jeune mariée en 2015, je décide de me lancer dans la vie active en passant un concours qui me donne droit à la fin à un BTS agricole, option agro-transformation. Donc, je décide de me lancer dans le monde entrepreneurial. Je choisis particulièrement le domaine de l'ANACAD. C'est comme ça que je commence mes activités en août 2019. Et mes activités vont prendre une certaine allure à partir de ma participation au Sahara, le Sahara 2019, qui m'a permis de faire mon premier chiffre d'affaires. Les choses ont commencé à bouger donc pour moi. J'ai commencé à participer à des conférences, à participer à des panels, j'ai commencé à faire des formations. J'ai commencé donc à sortir de la maison. Et c'est là que mes problèmes du foyer vont commencer. Je commence à avoir des difficultés avec mon mari qui se plaint du fait que je sors beaucoup de la maison, je ne suis pas tout le temps là. Et mes problèmes ont commencé à partir de là. Ça a commencé à jouer un peu sur moi. Il a demandé à ce qu'on ne prenne plus de servantes pour que je reste à la maison pour m'occuper exclusivement de la maison. Et donc, nos échanges ont commencé. J'ai dit, bon, moi, je ne peux pas vraiment rester à la maison comme ça, à ne rien faire. Il faut que je travaille. Et le travail que j'ai choisi, c'est quelque chose dans laquelle je me sens. Je suis épanouie dans le travail. Quand je travaille l'ANACAD, c'est là que je trouve mon aise. Et donc, il dit non, il va falloir que tu choisisses entre travailler tes ANACAD et ton foyer. Il me dit non, tu choisis. Parce que je ne peux plus supporter tes absences et tout ça. Donc, soit tu choisis de rester dans ton foyer ou tu
tu prends tes anacardes. Je dis bon. J'ai compris, ça poussait les choses un peu loin. Voilà, on a été même au bord du divorce. On a été au bord du divorce, j'ai dit, bon, moi, je ne peux pas rester comme ça sans travailler. Voilà, parce que depuis, dans mon éducation, on m'a appris comment chercher de l'argent, comment gagner de l'argent. Donc, depuis toute petite, je faisais du commerce. Donc, j'ai trouvé une activité qui me définit, qui me permet de m'exprimer, en fait, de parler aux gens, de voir d'autres choses, de m'ouvrir à d'autres personnes, de m'ouvrir, de me mettre sur un marché. Alors, je ne me voyais pas, en tout cas, en train d'abandonner un rêve. Parce que j'ai eu mon bac, je suis restée là longtemps, je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai trouvé cette activité-là qui me définissait vraiment. Je me sentais épanouie dans l'activité. Donc, il était hors de question pour moi que j'arrête. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Si tu veux divorcer, il n'y a pas de problème. Juste avant, j'ai fait une formation leadership Jean et gestion de projet. Donc, j'allais mettre en pratique ma stratégie. Je lui ai dit, OK, tu veux divorcer, pas de problème. Donc, tu vois les parents, ensuite, tu vois la mairie, ensuite, tu vas à l'église. Si la procédure à l'église est déterminée, moi, je quitte ta maison. Marie-France, tu n'es pas en train, tu sors en fait du storytelling. Quel est votre avis? Dans ce que tu as commencé, moi, ton attaque ne m'a pas accroché. Tu as commencé à citer, l'exemple que j'ai donné où j'ai dit, j'ai eu une maîtrise en gestion, machin, c'est ce que tu as commencé à faire. Et quand c'est comme ça n'accroche pas, parce que tu donnes tes diplômes. Moi, je suis venue investir dans ton business, tu me parles de tes diplômes. Tu veux ne même pas être là à l'école. Et puis, tu me présentes quelque chose depuis moi qui est bancable et moi, j'y vais. Tu vois? Ce n'est pas les diplômes qu'on vient étaler. Et quand tu as dit que c'est là que mes problèmes ont commencé, c'est quoi tes problèmes? Moi, je ne connais pas tes problèmes, je n'ai pas vécu avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu mets des mots sur ce que tu appelles problème. Tu mets des mots sur les situations. Et c'est ça qui va me permettre de comprendre, en fait, le contraste d'où tu étais et où tu es parti. Mais quand tu me dis, c'est là mes problèmes ont commencé, je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas ta vie. Mets les mots, utilise les mots. Et puis, tu es rentré dans les détails. Tu as oublié ce qu'on a fait hier. Le pourquoi de ton entreprise. J'aurais été toi, peut-être que j'aurais dit, y a-t-il un choix à faire parce que je suis une femme entre mon activité professionnelle et ma vie de couple? J'aurais commencé comme ça. Comment vous ressentez ça? Parce que je suis une femme, mon mari me demande d'arrêter mes activités professionnelles pour venir m'asseoir à la maison. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Concis, précis. Tu attaques avec, tu donnes quelque chose qui va les captiver. Non. Et tu es en train de... En fait, tu sais pourquoi tu es allé dans tout le sens? Parce que tu ne veux pas raconter ton histoire. Oui, mais elle ne veut pas raconter, elle ne veut pas... Je dis en fait, ça concerne tout le monde. L'éternelle équation entre vie de foyer et vie professionnelle. Donc du coup, c'est une très bonne accroche. Et c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. Donc est-ce qu'il y a un choix à faire entre vie professionnelle et vie de couple parce que je suis une femme? Grandir sans père a été vraiment un grand vide pour moi. Arrivé au collège, à chaque fois, il y avait des crises d'asthme. À chaque fois, il y avait des élèves qui avaient des crises d'asthme. Ce qui m'a encore motivé à continuer dans la voie afin de toujours devenir médecin pour pouvoir sauver des vies. Mais malheureusement, après mon bac, j'ai été orienté en sciences économiques. Après la première année, après la deuxième année, je me suis senti perdu. Pour moi, ce n'était pas ma voie. Alors, j'ai arrêté les études. Je suis rentré dans la vie active, précisément dans la vente des véhicules et aussi dans la location des véhicules. Étant toujours dans ce domaine, je me suis encore retrouvé perdu. Je me sentais toujours perdu. Alors, j'ai décidé d'aller à Accra pour un moment de réflexion. De retour d'Accra, la première des choses qui m'interpelle, c'est une incinération de punais. Suite à cela, j'ai vécu une scène qui m'a aussi vraiment marqué. J'ai vu l'unité qui s'occupe des recyclages, l'unité qui s'occupe de ramassage des déchets, ramasser
tout ce qui est déchets ménagers et oubliant ainsi tout ce qui est pneu. Et j'ai posé la question au monsieur, il dit, ah, mais pourquoi vous ne ramassez pas les pneus? Ils disent que nous ne sommes pas destinés à ramasser les pneus. Et les pneus, il y a certaines personnes qui viennent ramasser les pneus pour aller brûler. Alors je me suis posé la question, que peut-on faire avec ces pneus? Pourquoi ces pneus sont brûlés? Alors dans une quête perpétuelle de réponse, j'ai compris que l'incinération de pneus est vraiment dangereux pour l'environnement et aussi vraiment dangereux pour la santé. C'est de là que me parle l'idée. Afin de pouvoir préserver l'environnement et sauver des vies, j'ai réuni des amis afin de créer Ecoland. Alors, excuse-moi de revenir là-dessus, mais ton père, il est décédé de quoi? Mon père, il est décédé malade. Malade? Oui, mais ma mère ne m'a pas dit. Okay. Mais j'avais 4 ans. Elle m'a juste dit que tu avais 4 ans, ton père il est tombé malade. Une semaine et puis après, il est décédé. Okay. Mais c'était un truc pulmonaire. Ok. Tu sais pourquoi je lui ai posé la question? Vous savez pourquoi je lui ai posé la question? Qui c'est? Vas-y. Ah, c'est pour faire le lien. Oui. Avec l'environnement. Avec l'environnement. Oui. Oui. Et le fait que tu aies 4 ans, il faudrait que tu le mentionnes. Allez chercher l'inspiration partout. Chacun choisit son endroit, vous pouvez marcher, vous pouvez vous installer devant un arbre. Je veux dire, allez chercher l'inspiration, allez vous ressourcer. Trouvez quelque chose qui puisse vous inspirer. Que chacun de son côté cherche l'inspiration et les mots justes pour raconter son histoire. Ce soir, coach Bérénice est prof, conseillère et consolatrice. Que d'émotions et de larmes ce soir. Qui aurait cru que cette formation serait si révélatrice? Je pas dans un projet parce que je ne sais pas ce que je fais. Juste la noix et jette. Alors, cette petite balade, cette recherche d'inspiration, qu'est-ce que ça vous a ramené? Vos doigts, vos mains, tout ça, relax, en position d'ouverture. Non. Tu croises ta main, tu te fermes. Tu te fermes au public, tu te fermes à ton auditoire. Savez-vous que, selon les études du FICA en 2015, la Côte d'Ivoire a enregistré une perte de 80 000 tonnes de fruits, dont la tomate constitue 60% de ces pertes. Fils d'agriculteur, aujourd'hui agronome, après le décès de mon père, j'ai pu obtenir mon diplôme grâce aux revenus des productions de tomates d'une brave dame, présidente d'une coopérative productrice de tomates, ma mère. Parti de ce constat, je me suis dit comment aider cette femme et sa coopérative, ainsi que ses pères agriculteurs de tomates, à sortir de cet impact. C'est là qu'est née les Saveurs du Terroir, une unité de transformation des tomates locaux en pâte de tomates et en ketchup. Afin de pallier à ces problèmes de pourriture dans les champs de ces producteurs. Feedback. C'est des fils d'agriculteurs. On dit, les jurys vont dire, un fils d'agriculteur, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, son accroche déjà, je pense qu'il devrait commencer par là. Pierre, moi j'ai vu quelqu'un qui est venu faire un discours. Elle a arrêté l'école pour s'occuper de son fils. Pendant sa grossesse, ses envies alimentaires l'ont conduit en cuisine jusqu'à faire des associations improbables et à revisiter certains classiques, bien qu'elle n'y connaissait rien. Je suis Abby et joignez-vous à moi pour communiquer au monde le véritable pouvoir de la cuisine. Mille francs. C'est le dernier billet qui me restait ce soir-là pour nourrir mes enfants. Et ne sachant plus quoi faire, je décide d'acheter 500 francs d'orange et de m'installer au bas de mon immeuble pour les revendre. En 1 heure, stock écoulé. Waouh! Après le waouh, marque un petit temps d'arrêt. Waouh! En 1 heure, stock à 0. Waouh! Je suis impressionné.
Je réédite l'expérience et ça marche. Me voilà devenue par la force des choses vendeuse à l'étal de fruits. Parce qu'après l'orange, j'intègre la pomme, la banane, les raisins et en dernier la mangue. La mangue qui, par un heureux accident, me fait découvrir tout le trésor qu'il est. J'ai décidé de faire ma part. J'ai créé Acadie. Et là, j'étais en classe de terminale. J'ai perdu mon père à la même année. Et là, je me retrouve avec un ordinateur défaillant pour cause d'autonomie. Et le pire, c'est que j'étais dans un quartier non alimenté par l'électricité. Et j'ai vécu durant toute cette année et les années à venir à vouloir améliorer cet ordinateur qui me permettait de pouvoir poursuivre mes études. Et pour le recharger, il me fallait aller jusqu'à dans une autre commune. Ton accroche ne me convient pas vraiment. Alors il y avait des facteurs qui jouaient contre moi. Le premier facteur, c'était que le quartier n'était pas électrifié. Et le deuxième facteur, c'était que la batterie était défaillante. Ok. Mais moi, ce que je vois, le problème essentiel, c'est parce que tu n'as pas d'électricité que tu ne peux pas utiliser ton ordinateur. Parce que même si la batterie est défaillante, quand tu branches l'ordinateur que tu travailles, tu travailles. Oui. Tu n'as aucune chance. Tu vas gâcher ta vie. Ce sont des phrases ancrées dans l'entendement commun des Africains, surtout pour des personnes qui sont issues des milieux a priori défavorisés et qui sont amoureux de créativité. Cette phrase-là, je l'ai entendue parce que vivant à Koumassi, quartier a priori défavorisé, vivant ensuite pour les études dans une petite ville, Zionoula, ensuite ayant fait des études qui n'étaient pas forcément les bonnes, on a tout le temps essayé de nous induire dans une autre réalité qui n'est pas la nôtre. Dieu merci, on a rencontré la publicité. La publicité qui est un univers de créativité qui met réellement en valeur la force de la créativité africaine. Et à travers cette expression qu'on a pu avoir, nous avons rencontré les personnes les plus talentueuses de ce monde, les plus grandes personnalités des présidents de la République, qu'on a fait vivre en images. Aujourd'hui, nous sommes à l'entrepreneuriat, ce que le Texapon est au coco, pour ne pas dire au produit lavant. Sans nous, vous ne pouvez pas mousser. Nous sommes Nuepix et nous allons recréer un univers de créativité pour que tous les jeunes aient un moyen de s'exprimer. Oui, c'est bien. J'ai bien aimé en fait la liaison que tu as faite avec le Texapon. Pour moi, ça a été beaucoup d'émotions. Et comme je l'avais marqué ce matin, un début de reconstruction. Donc, c'est ce qui a été fait aujourd'hui, depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que ça va me permettre de franchir ce cap-là et puis d'atteindre la prochaine étape. Alors, merci Abdelaziz, merci Kishi et merci également à vous tous. Je sais que vous avez justement les mêmes sentiments que ceux qui viennent de s'exprimer. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de plaisir. Pas quand même, j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous pendant ces 2 journées. J'ai découvert chaque personnalité et derrière chaque personnalité, j'ai découvert des trésors. Et c'est ce qui m'a emmené à vous dire que vous ne devez pas vous arrêter après cette aventure. Vous devez continuer, vous devez justement raconter votre histoire. Vous devez raconter votre histoire à tous les jeunes, à tous les Africains qui ont besoin d'un déclic pour changer de mentalité, pour passer à une autre étape de leur mindset. Et c'est ce que je voudrais que vous fassiez. Et je souhaite également, si vous voulez bien m'associer à cette aventure, on pourra le faire ensemble. C'est le début d'une belle aventure que vous commencez parce que vous vous êtes reconnecté à vous, pour puiser l'énergie, la puissance que vous avez en vous, pour justement éclore. Mesdames et messieurs, tonnerre d'applaudissements pour la coach.
Je trouve qu'elle dirige bien les candidats. La première journée, nous leur avons donné des outils pour faire un bon storytelling. Et cette journée, la deuxième, a été vraiment la pratique. Ils ont pratiqué ce qu'ils ont appris. Il faudrait que cette émotion, ils puissent la communiquer au jury. Il faudrait qu'ils puissent justement transformer toutes les émotions qu'ils ont vues dans leur récit. Il faudrait ressortir ces émotions-là pour que les jurys puissent s'identifier à leur histoire. J'ai rencontré 9 personnalités différentes. Derrière ces personnalités, j'ai vu des puissances, j'ai vu de la créativité, j'ai vu des choses extraordinaires et je suis persuadée que ces 9 candidats, au-delà du jeune Mansa, iront très loin. Après tout ce que j'ai appris concernant toutes les procédures pour établir un bon storytelling, je me sens prêt à raconter mon histoire. Et je pense qu'on est tous plus ou moins prêts, en tout cas moi je suis prêt à pitcher demain devant les jurys. C'est sur cette belle note que s'achève l'épisode du jour. La semaine prochaine, les candidats devront raconter leur histoire aux membres du jury. Et les moins performants quitteront l'aventure Jeune Mansa. Je vous dis à samedi. Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Musa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Mais ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mansa. Mansa Bank, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir.